Il est des moments où seule la nature sauvage semble capable d'offrir un sens au deuil. Après avoir inhumé son époux et vu s'éloigner une famille que les années avaient rendue silencieuse, Monique Rivière, à 62 ans, avait choisi de s'enfoncer seule dans les Cévennes, au cœur du Massif central, en quête de rien d'autre que le grand apaisement. Au lever du soleil de son 3e jour, un jeune louveteau grisâtre se matérialisa sur son chemin. Il boitillait, était famélique, mais il refusait obstinément de s'en aller. Monique tenta toutes les manœuvres pour l'intimider. Les loups ne suivent pas les humains. Leur méfiance est une seconde nature. Ils ne supplient pas. Pourquoi, alors, celui-ci restait-il? Elle ne réalisait pas encore que cette petite créature la mènerait à une vieille cabane dissimulée au plus profond des bois et à un secret de famille qui allait dynamiter tout ce qu'elle pensait savoir de son passé. Monique Rivière avait consacré 40 ans de sa vie à apprendre le langage des Cévennes. Elle distinguait le chuchotement des pins sylvestres du froissement des hêtres. Elle pouvait prédire le temps en lisant la couleur du ciel des heures à l'avance, déchiffrant les nuances d'azur et de cendre qui présageaient l'averse ou le mistral. Elle savait quelle corniche retenait la neige le plus longtemps et quel vallon serait le premier inondé quand le printemps romprait enfin l'emprise de l'hiver. Ces montagnes avaient été son école, son lieu de travail comme accompagnatrice, son sanctuaire. Et maintenant, 3 mois après avoir enterré son mari, Pierre, elles étaient son refuge. Le matin de son départ du Vigan, dans le Gard, un ciel bas et gris pesait, lourd et sans la moindre promesse de lumière. Elle avait chargé sa vieille Citroën 2CV en silence, organisant son matériel avec l'efficacité d'une personne ayant répété ce geste 1000 fois. Le sac à dos de 30 kg, la tente, le sac de couchage pour température négative, le réchaud, le filtre à eau, la trousse de secours, la corde, son fidèle couteau au pinel, et le carnet de randonnée à la couverture de cuir qu'elle tenait depuis ses 22 ans. Ces pages étaient remplies de décennies d'observations sur la faune, les changements du climat, et les pensées intimes qui ne surgissent que dans la solitude de la nature. Son voisin, le vieux Gérard Dubois, se tenait près de sa clôture, la regardant. Il ne demanda ni où elle allait, ni pour combien de temps. Il se contenta de lever une main tannée par le temps dans un signe de compréhension. Dans une petite ville comme le Vigan, tout le monde était au courant pour Pierre. Crise cardiaque à 64 ans, soudaine comme un orage d'été, il s'était effondré dans le potager en plantant des tomates, parti avant l'arrivée du SAMU. Ils avaient été mariés 38 ans. Les années n'avaient pas toutes été idylliques, mais la plupart avaient été bonnes, solides, fondées sur le travail partagé et un respect mutuel plus que sur une grande romance. Pierre avait été charpentier, un homme pragmatique et stable qui réparait les choses. À sa mort, Monique constata qu'elle ignorait comment réparer le silence qu'il avait laissé. Ses enfants n'étaient pas restés. Lucas vivait désormais à Paris, travaillant dans la tech, avec 2 enfants que Monique connaissait à peine. Il était resté 3 jours après les funérailles, mal à l'aise, les yeux rivés sur son téléphone, impatient de retourner à sa vie. Sa fille Chloé était venue d'Aix-en-Provence, avait pleuré à la cérémonie, et était repartie le lendemain. Son deuil était ponctué de promesses de visites qui sonnaient creux. Ils appelleraient à Noël, sans doute. La distance entre eux s'était installée progressivement, et Monique n'aurait pu dater son commencement. Peut-être quand ils étaient partis à l'université, comprenant que leur mère préférait les grands espaces aux matchs de foot. Alors, quand la maison devint trop vide, que les outils de Pierre étaient toujours suspendus dans le garage et que sa tasse à café restait sur le plan de travail, Monique fit ce qu'elle avait toujours fait, elle prit le chemin des montagnes. Elle roula sur la départementale sinueuse, puis sur un chemin forestier jusqu'à son terme. Elle hissa son sac sur son dos et se mit à marcher. Le sentier lui était familier. Elle y avait guidé des dizaines de personnes, leur apprenant à lire les cartes de l'IGN et à se méfier des orages en altitude. Mais cela faisait des années qu'elle n'était pas partie réellement seule. Pierre s'inquiétait toujours. Par habitude, elle avait laissé son itinéraire à la gendarmerie, mais le téléphone satellite était resté à la maison. Elle aspirait à un silence total, celui que l'on ne trouve qu'à plusieurs jours de marche de toute civilisation. Le premier jour, la cadence de la marche lui revint sans effort. La douleur dans ses genoux était presque la bienvenue, une douleur franche, méritée. Elle établit son campement au ruisseau de la Dormeuse, un lieu empreint de souvenirs. Le rituel était apaisant. Elle sortit son carnet, jour 1, 20 km. Ciel dégagé. Traces de sanglier. Pierre aurait adoré. Nous y avons campé pour notre 2e anniversaire.
C'était la première fois qu'elle écrivait son nom. Sa main flancha. Elle ferma le carnet. Le deuxième jour fut plus pénible. Son corps de 62 ans se rappelait à elle. Elle monta vers les hauts plateaux, là où seuls les plus déterminés s'aventurent. Le soir, le silence était absolu. Cette nuit-là, elle pleura. Un chagrin muet et total pour Pierre, pour ses enfants devenus des étrangers, pour le temps qui lui avait filé entre les doigts. Le troisième matin, une pellicule de givre recouvrait sa tente. Son corps était un nœud de douleur. L'idée de faire demi-tour la frôla. Ce périple devait l'aider, mais pour l'instant, elle se sentait seulement plus seule encore. C'est là qu'elle l'aperçut. À 30 mètres, à la lisière des arbres, un louveteau. Il semblait avoir 4 mois, avec un pelage gris-brun et des pattes démesurées. Il la fixait de ses yeux jaunes clairs, d'une intelligence perçante. Monique s'immobilisa. Le loup était rare ici. Elle tapa dans ses mains, file. Le louveteau sursauta mais ne bougea pas. Elle jeta une branche dans sa direction. Va-t'en. Il l'évita et s'assit, continuant de la dévisager. Quelque chose clochait. Il était décharné, ses côtes visibles, et il boitait de la patte avant droite. Jeune, seul, blessé. La meute l'avait sans doute abandonné. Ce n'est pas mon affaire, se raisonna-t-elle. Règle d'or, ne pas s'ingérer. Elle lui tourna le dos et reprit sa marche. À midi, elle sut qu'il la suivait, une ombre furtive dans le sous-bois. Elle essaya encore de le chasser, sans succès. Il semblait avoir décidé quelle était sa seule chance. Le soir, il s'installa en bordure de son campement. Sa patte était clairement enflée. Il était condamné. En rangeant sa nourriture, elle céda et laissa quelques rondelles de saucisson sur une pierre. Dans sa tente, elle perçut le bruit discret de l'animal s'approchant. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentit pas complètement seule. Le 4e matin, il était toujours là. Il se mourait lentement. Elle aurait dû poursuivre sa route. À la place, elle sortit sa trousse de premiers soins. C'est une très mauvaise idée, se dit-elle à voix haute. Les oreilles du loup s'orientèrent vers elle. Elle s'approcha doucement, lui parlant d'une voix calme. Il émit un grognement faible, un son de pur désespoir. Elle utilisa le saucisson pour l'amadouer, se rapprochant peu à peu. Enfin, elle put examiner sa patte. Il trembla mais ne la mordit pas. Elle nettoya la plaie, y appliqua une pommade antibiotique et la protégea avec de la gaze. Alors qu'il léchait son bandage, elle remarqua une fine cordelette nouée autour de son cou. Quelqu'un avait domestiqué ce loup. Le nœud était intentionnel. Il n'était pas un simple animal sauvage. « Mais d'où viens-tu » chuchota-t-elle. Ce jour-là, il la suivit de plus près, déterminé malgré sa patte blessée. Elle avait cessé d'essayer de le faire fuir. Elle le nomma Pisté dans son esprit. La nuit, il dormit contre la paroi de sa tente, sa présence une chaleur rassurante. Un sentiment nouveau naissait en elle, pas encore de l'espoir, mais la conscience d'un but. Le 6e jour, Pisté changea de rôle. À une intersection, il prit un sentier à peine visible et l'attendit. « Ce n'est pas par là, » lui dit Monique. Pisté resta immobile, puis il aboya. Un unique jappement sec, plus canin que Lupin. C'était un appel. La raison lui hurlait de ne pas le suivre en terrain inconnu. Mais elle se souvint du collier. Ce n'était pas un hasard. Elle exhuma de son sac une vieille carte de son père, Jean Rivière, lui aussi guide, décédé 10 ans plus tôt. La carte était annotée de sa main, et là où Pisté voulait l'entraîner, une série de croix tracées au crayon, sans légende. Un vague souvenir la troubla. « Tu veux me montrer quelque chose » dit-elle. Une légère agitation de la queue de Pisté fut sa seule réponse. « Très bien, on suit ton chemin. » Ils s'enfoncèrent dans une forêt plus ancienne, plus sauvage. La patte de Pisté allait mieux. Une complicité s'était établie. Elle lui parlait, pour ne pas sombrer dans le silence. Le 9e matin, elle découvrit dans une poche de sa veste une photo qu'elle ne se rappelait pas y avoir mise. Une vieille photo aux couleurs délavées. Elle, à environ 8 ans, son père, et un garçon plus âgé, devant un chalet en bois. Le garçon, c'était Nicolas, son frère. Le souffle lui manqua.
Elle avait eu un frère, mort dans sa jeunesse. Le sujet était si douloureux que sa famille l'avait banni, et avec lui, les souvenirs. Le voilà, souriant, sa main sur son épaule. Et ce chalet, un lieu qu'elle ne reconnaissait pas mais qui lui procurait une sensation de bien-être, de rire, de sécurité. Pisté renifla la photo. C'est là que nous allons, comprit-elle. Elle fit un calcul mental. La photo datait de 1971. Pourquoi cet oubli? Qu'était-il advenu de Nicolas? En fin de journée, ils atteignirent un ruisseau. Sur l'autre rive, Pisté gratta la terre et en sortit un petit camion en métal, un jouet Citroën couvert de rouille. Le souvenir la submergea. Nicolas jouant avec, le bruit de sa voix. C'était son camion préféré. Il était venu ici. Le chalet était réel. Nous passions nos étés ici, réalisa-t-elle à voix haute. Mais pourquoi tout s'est arrêté? Cette nuit-là, sur la carte de son père, elle constata que les croix se trouvaient à proximité. Demain, ils atteindraient le chalet. Pisté l'avait guidée. Peut-être qu'alors, elle comprendrait pourquoi sa famille avait scellé cette partie de leur histoire. Ils trouvèrent le chalet le 10e jour, niché au creux d'une clairière. Tel que sur la photo, mais marqué par un demi-siècle de solitude. Le cœur battant, Monique s'avança. Un panneau de bois portait l'inscription « Chalet de la famille Rivière ». Jean, Marie, Nicolas, Monique. Elle caressa son nom. Sa mère, Marie, décédée 12 ans plus tôt, avait toujours été si distante. Peut-être que sa froideur était née ici. La porte céda dans un grincement. L'intérieur était une photographie du passé, figée sous une épaisse couche de poussière. L'air était chargé d'odeurs de bois ancien et d'absence. Sur les murs, des dessins d'enfants. Elle reconnut sa signature, Monique, 7 ans. Et celle de son frère, Nicolas, 13 ans. Le meilleur été de ma vie. Les larmes brouillèrent sa vue. Pisté la tira vers un grand coffre de bois, cadenassé. Elle trouva la clé dans la remise, cachée dans une boîte de matériel de pêche. Le cadenas s'ouvrit sur des papiers, des lettres, et un journal à la couverture de cuir. Le journal de Nicolas. Elle l'ouvrit. 15 juin 1977. Le récit d'un été insouciant. Puis le ton s'assombrit. 3 juillet 1977. Découvert des pièges bizarres. Papa est inquiet, il dit de ne pas s'approcher. Les pages suivantes narraient la peur grandissante de son père face à des braconniers, des menaces à peine voilées, la décision de fuir. 2 août 1977. Dernier jour. On ne reviendra plus. Papa a peur des hommes qui tuent les loups. Le coffre contenait aussi des lettres de son père, écrites bien plus tard, pleines de remords de n'avoir pas parlé. Et un article de journal, un jeune homme de la région mort dans un accident de montagne. Nicolas Lambert, 20 ans, retrouvé au pied de la crête du ruisseau Noir. La mort est jugée accidentelle. Cela s'était passé 6 ans après cet été-là. Un accident? Monique n'y crut pas un instant. Cette nuit-là, à la lueur d'un feu dans l'âtre, elle dévora les lettres de son père. L'histoire se dessina. Nicolas, devenu étudiant en biologie de la faune, était revenu en 1983, déterminé à exposer les braconniers. Son père l'avait supplié d'y renoncer. 3 semaines plus tard, il était mort. Son père avait passé le reste de sa vie à chercher des preuves, sans succès. Cette culpabilité expliquait sa mélancolie, sa solitude. Il lui avait menti pour la protéger. Dehors, un grand loup apparut, les observa, puis s'évanouit dans la nuit. La mère de Pisté, sans doute. Monique découvrit une carte dessinée par son père, indiquant les caches des braconniers. L'une d'elles se trouvait près de la crête du ruisseau Noir, à 2 jours de là. Elle avait le choix, tout abandonner aux autorités, qui classeraient sans doute l'affaire, ou aller jusqu'au bout. Elle était venue chercher la paix face à la mort de Pierre. Elle trouvait une quête de justice. Le lendemain, elle se mettrait en route pour la crête du ruisseau Noir. Ils partirent à l'aube, le fusil de chasse de son père en bandoulière. Le terrain se fit plus hostile. Près d'un des sites indiqués, elle trouva des traces récentes. Plusieurs hommes étaient passés. Pisté dénicha un mégot. Le site était toujours utilisé. Bientôt, elle entendit des voix.
3 hommes. Elle se dissimula avec Pisté. Un homme âgé, Henri, parlait, Moreau veut 6 pots de plus avant vendredi. Un plus jeune, Stéphane, acquiesça. Ils évoquèrent des traces de loup près de la crête du ruisseau noir. Monique grava leurs traits et leurs voix dans sa mémoire. Ils étaient toujours là. Quand ils furent partis, elle reprit sa progression, redoublant de prudence. Le soir, elle campa sans faire de feu, à quelques kilomètres de la crête où son frère avait trouvé la mort. Poussée, très certainement. Le lendemain, la falaise se dressait, massive et silencieuse. La roche, après 40 ans, ne lui dirait rien. Pisté la mena alors à une cabane isolée, fermée par un cadenas neuf. Une cache des braconniers. Le louveteau grattait la porte, frénétique. Monique fit sauter le cadenas. À l'intérieur, une puanteur, des pièges, des fourrures, et une cage. Dans la cage, 3 autres louveteaux, les frères et sœurs de Pisté, affaiblis et terrorisés. Sur une table, des carnets de comptes. Les preuves que son père avait cherchées toute sa vie. Elle photographia tout avec son téléphone, envoyant les images dans le cloud. C'est alors qu'elle entendit les braconniers revenir. Elle cacha les louveteaux, empoigna le fusil et se mit en embuscade. Henri et un autre arrivèrent. Ils parlaient de Nicolas. Le gamin a vu des choses en 83, dit Henri. C'est du passé. On a réglé le problème. La confirmation glaçante. Une rage froide la saisit. Ils remarquèrent le cadenas forcé. Elle sortit de l'ombre. Halte là. Jetez vos armes. Ils la dévisagèrent. Je suis la fille de Jean Rivière. La sœur de Nicolas. Henri éclata de rire. Une vieille femme seule? Peut-être, répliqua T.L. Mais j'ai des preuves. Tout ce qui est ici est photographié et déjà transmis. Le visage d'Henri se crispa. Alors, vous allez m'expliquer ce qui est arrivé à mon frère. Il était trop curieux, concéda Henri. On l'a poussé du haut de la falaise. Ça a passé pour un accident. C'est alors que le vrombissement d'un hélicoptère se fit entendre. J'ai prévenu la gendarmerie il y a 3 jours, annonça Monique. Je leur ai dit mon itinéraire. Si je ne donnais pas de nouvelles, ils devaient venir. L'hélicoptère apparut au-dessus de la crête. Des agents de l'OFB en descendirent. C'était terminé. Valérie Lefebvre, qui dirigeait l'opération, prit soin d'elle. Monique lui raconta tout. Un agent trouva un autre carnet. Les braconniers avaient dressé Pisté et l'avaient envoyé la chercher. C'était un piège. Moreau voulait la faire venir pour l'éliminer. Votre appel vous a sauvé la vie, conclut Lefebvre. On l'informa que Pisté, trop habitué à l'homme, pourrait rester avec elle. Mais Moreau, le chef du réseau, était toujours dans la nature. De retour au Vigan, après sa déposition, ses enfants l'appelèrent. D'abord Lucas, puis Chloé. Les nouvelles les avaient atteints. Ils étaient choqués, mais surtout fiers. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais entendue, lui dit Lucas. Pour la première fois depuis si longtemps, le pont entre eux semblait se reconstruire. 3 jours plus tard, Lefebvre rappela. 14 arrestations. Et Moreau avait été appréhendé dans les Pyrénées, tentant de fuir vers les Alpes françaises. Ses propres journaux détaillaient tout, y compris le meurtre de Nicolas. Il encourait la prison à vie. Monique s'assit sur le perron, Pisté à ses côtés. Le soir, elle se rendit au cimetière. Elle parla longuement à Pierre, puis se recueillit sur la tombe de Nicolas. Ils savent, murmura-t-elle. Justice est faite. 6 mois plus tard, le chalet était rénové, rebaptisé « Station d'observation phonique Nicolas Lambert ». Lucas, Chloé et ses petits-enfants étaient venus passer le week-end. La bâtisse résonnait de leur rire. Pisté, devenu un superbe loup, veillait sur eux. Le soir, sur le porche, ils discutèrent du procès de Moreau. « Tu crois que papy serait fier ?» demanda Chloé. « Il serait en paix », répondit Monique. Plus tard, seule, elle relut la dernière phrase du journal de Nicolas, « Certaines choses méritent d'être protégées. » Surtout lorsque c'est difficile. Elle n'était plus seule. Elle avait retrouvé sa famille, un but, et un fidèle compagnon.
Elle était venue dans les montagnes pour échapper à son deuil. Elle y avait redécouvert la vie.